Carl Jung était un psychiatre et psychanalyste suisse et, avec Sigmund Freud et Alfred Adler, Jung fut l'un des fondateurs de la psychanalyse ou de ce qu'on appelle la psychologie moderne des profondeurs. Bien qu'il ait été hautement loué par Freud, Jung s'est écarté de ses enseignements pour finalement fonder sa propre école de psychologie appelée psychologie analytique. Outre la psychologie, Jung a eu une grande influence dans de nombreux domaines, notamment la psychiatrie, l'anthropologie, l'archéologie, la littérature, les études religieuses et la philosophie. Sa philosophie est souvent appelée philosophie jungienne. Il a également publié plusieurs livres comme Psychologie de l'inconscient, L'homme et ses symboles, Les archétypes et l'inconscient collectif, L'homme moderne à la recherche d'une âme, La psychologie du transfert, Mémoire, Drame et pensée, et les relations entre l'ego et l'inconscient. Selon Jung, l'intégralité de l'être d'un individu peut être décrite par notre psychisme, englobant tous nos aspects conscients et inconscients. Un aspect très important du premier est l'ego. L'ego est le centre de notre conscience. Il régule tout ce dont nous sommes conscients et décide comment et sur quoi agir. Cependant, comme cela se limite à ce dont vous êtes conscient, cela ne peut pas vous aider à devenir plus authentique que vous ne l'êtes déjà. Pour cela, il faudrait s'attaquer à l'inconscient. Et comme le terme l'indique, cela concerne une grande partie de notre être dont nous ignorons pour la plupart. Jung divise l'inconscient en deux couches, l'inconscience personnelle et l'inconscience collective. Le premier est simplement tout ce que vous êtes mais dont vous n'avez pas conscience. Cela inclut les émotions cachées, les souvenirs oubliés, les sentiments ambigus ou inconscients, les pensées refoulées, etc. Ces dernières, cependant, sont plus compliquées, elles englobent les sentiments, pensées, instincts inconscients, et bien plus encore, que tous les gens ont eu dans le passé. Ce sont des choses universellement héritées par les humains. Selon Jung, ces concepts mentaux partagés apparaissent comme des archétypes. On les retrouve dans la mythologie, les contes de fées et d'autres histoires comme le héros, le méchant, l'assistant, etc. Et on les retrouve également chez les gens. Chez chacun, il existe un besoin culturel et générationnel d'affronter toutes sortes de personnalités universellement connues et récurrentes. En général, les gens ont tendance à supprimer les parties inconscientes de leur psychisme. Ils font semblant souvent au point de se leurrer eux-mêmes. Mais la suppression de votre inconscience est exactement ce qui entretient votre inauthenticité. Comment pourriez-vous devenir qui vous êtes vraiment si vous ne vous connaissez même pas? Jung dit que la vie véritablement authentique est liée à votre vie intérieure, vous devez savoir qui vous êtes intérieurement pour être vous-même. Ce processus consistant à faire face à votre vie intérieure pour atteindre l'authenticité est appelé le processus d'individuation. En bref, l'individuation est un processus par lequel les individus peuvent entreprendre de devenir plus pleinement eux-mêmes. Elle permet à ceux qui la subissent de véritablement se confronter à qui ils sont et de renforcer leur sentiment d'authenticité. Ce processus n'a pas pour but d'éliminer l'inconscient, car cela serait désastreux, mais plutôt d'apporter l'harmonie et l'équilibre entre l'inconscient et le conscient, sans que l'un règne sur l'autre. Selon Jung, il est crucial d'affronter 4 de vos archétypes afin de passer par le processus d'individuation. Ce sont la personnalité, l'ombre, l'anima ou l'animus et le soi. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers ces 4 archétypes et comment ils peuvent vous aider à devenir véritablement authentique. 1. La persona. Jung dit, la persona est un système complexe de relations entre la conscience individuelle et la société, une sorte de masque, conçu d'une part pour produire une impression définie sur les autres et, d'autre part, pour cacher la vraie nature de l'individu. Comme l'a dit Jung, le personnage peut être décrit en gros comme un masque, ce qui fait référence à une partie du costume qu'un acteur porterait sur une scène de théâtre. En effet, le personnage fonctionne essentiellement comme votre masque social, c'est la façon dont vous vous présentez et l'impression que vous essayez de produire sur le reste du monde. Selon Jung, la personnalité est inhérente à la nature humaine. Nous développons notre personnalité en grandissant à mesure que nous apprenons à nous intégrer dans notre vie commune avec les autres. La personnalité que nous développons ne consiste souvent pas en un seul masque, mais plutôt en plusieurs, et tous les masques que l'on peut porter dans différentes situations sociales forment ensemble l'intégralité de la personnalité. Jung déclare en outre que notre personnalité est une partie nécessaire et bénéfique de notre existence sociale. Par exemple, imaginez un thérapeute. Quoi qu'il en soit, il ne serait pas acceptable que ce thérapeute exprime de l'hostilité envers un client dont il s'occupe, principalement parce que cela diminuerait la confiance et le confort du client, ce qui est le contraire de ce que le thérapeute essaie d'atteindre. Un thérapeute qui effraie ses clients a échoué en tant que thérapeute. Ainsi, un bon thérapeute devrait supprimer l'envie de manifester de la colère ou un comportement hostile même lorsqu'il ressent cela intérieurement et plutôt mettre le masque d'une performance aimable et bienveillante. La personnalité bienveillante qui cache l'hostilité intérieure est, dans ce cas, un outil utile pour exister dans le monde social.
La personnalité peut être décrite comme une traduction de l'ego vers le monde extérieur, une manière pour l'ego d'interagir avec son environnement social. Cependant, en plus d'être une manière de se présenter, le persona est aussi une manière de se cacher. Se comporter conformément à sa personnalité est souvent comparé à faire semblant ou à agir. En d'autres termes, vous faites semblant. Cela peut conduire à des résultats indésirables, tels qu'une suridentification. Dans le cas d'une suridentification, notre personnalité devient une partie inconsciente de nous-mêmes que nous ne pouvons pas distinguer de notre véritable moi intérieur, perdant ainsi de vue qui nous sommes vraiment en tant qu'individus. Nous devenons aveugles à notre individualité et nous nous identifions plutôt au masque. Nous perdons de vue nos désirs et nos besoins réels et nous restons coincés dans un rôle. Imaginez un professeur d'école qui, incapable d'abandonner le personnage qu'il adopte lorsqu'il enseigne, devient trop autoritaire à la maison. Nous pouvons dire de nombreuses personnes qu'elles s'identifient trop à leur personnalité. Bien qu'il soit naturel et nécessaire de faire semblant lorsque vous interagissez avec d'autres êtres humains, comme lorsque vous évitez de dire à quelqu'un ce que vous pensez de son apparence par souci de politesse, cela ne doit pas devenir celui que vous pensez être. Et, selon Jung, une suridentification n'est pas possible à long terme. La prétention n'est pas durable. Au lieu de cela, nos personnalités finiront par entrer dans la phase de désintégration. À ce stade, nous brisons notre personnalité, intentionnellement ou non, nous perdons notre performance. Chez les personnes qui nous entourent, cela peut se traduire par des burn-out, des crises d'identité ou des égarements. Cela peut amener un enseignant à craquer, par exemple. Cela peut nous laisser dans un état de chaos, sans aucune idée de qui nous sommes vraiment et sans aucun moyen de revenir à notre performance familière. À ce stade, on se sent généralement désorienté et perdu. Cependant, il existe un moyen de faire en sorte que notre personnalité complimente notre véritable moi au lieu d'entrer en conflit avec lui. Ce processus est connu sous le nom de restauration. Par restaurer, Jung entend développer une personnalité flexible qui n'entre pas en collision avec son vrai moi, mais l'aide plutôt à naviguer dans la société. La personnalité restaurée doit être une personnalité dont on est conscient. On sait qu'ils jouent un certain rôle lorsqu'ils le font, et ils savent qui ils sont sans leur personnalité. En étant conscient de votre personnalité, vous pouvez choisir d'y intégrer votre véritable moi. Au lieu d'agir contre la façon dont vous le souhaitez, vous pouvez découvrir comment combiner votre individualité dans votre personnalité. Pour revenir à notre exemple du thérapeute, s'il veut intégrer ses sentiments négatifs, cela signifierait reconnaître ses sentiments et fixer les bonnes limites. Ils peuvent toujours être gentils et serviables, mais dès que la colère ou l'amertume deviennent trop répandues, ils devraient le reconnaître et prendre plus de temps pour eux au lieu de les réprimer. Cela signifierait dire non aux clients, dire aux gens « désolé, je prends un jour de congé » et prendre du repos pour récupérer et réduire la négativité. Ils n'ont pas besoin de nier catégoriquement leur véritable tendance. La restauration de la personnalité est le seul moyen de combiner votre vrai moi authentique avec les règles du monde social. C'est la façon de vivre votre vie la plus authentique au sein de la société. 2. L'ombre selon Jung, chacun porte une ombre, et moins elle s'incarne dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Dans tous les cas, cela constitue un problème inconscient, contrecarrant nos intentions les plus bien intentionnées. Le moi ombre se compose de toutes les parties de nous-mêmes que nous considérons comme mauvaises, que nous rejetons et réprimons, comme notre colère, notre vanité, nos impulsions, nos pensées sombres, nos tendances honteuses, etc. Dans de nombreux cas, il s'agit de traits ou de désirs rejetés par la société dans son ensemble. L'idée selon laquelle on ne devrait pas avoir ces caractéristiques a été enseignée dès l'enfance et nous nions donc son existence. Cependant, les nier ne les fait pas disparaître, au lieu de cela, ils se trouvent simplement dans notre angle mort et ont un impact sur notre capacité à être un individu libre. Ils ont donc des conséquences négatives sur nos vies. Jung déclare que pour devenir qui vous êtes vraiment, nous devons consciemment apprendre à connaître notre ombre et trouver des moyens de l'intégrer dans notre personnalité au lieu de l'ignorer. Nos traits refoulés sont là pour rester et ce n'est que si nous les acceptons et les acceptons que nous pourrons devenir qui nous sommes vraiment. La répression de notre moi ombre semble naturelle et il est incroyablement difficile et inconfortable d'essayer de regarder directement les aspects de nous-mêmes que nous méprisons ou craignons le plus. Comment quelqu'un qui est très fier de sa gentillesse et de sa générosité pourrait-il reconnaître son envie rageuse ? Comment quelqu'un qui se considère comme pleinement confiant pourrait-il un jour remédier à ses insécurités ? Eh bien, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et ironiquement, ceux qui connaissent le moins leur ombre sont aussi ceux qui en sont le plus dérangés. Plus quelque chose est réprimé, plus il veut sortir. C'est pourquoi nous pouvons soudainement dire quelque chose que nous aurions aimé ne pas avoir fait. Pourquoi nous ne pouvons parfois pas cacher nos émotions négatives sur nos visages, ou pourquoi nous pouvons prendre des mesures extrêmes face à des impulsions que nous regrettons ensuite. La répression de notre moi ombre conduit à un tempérament colérique,
à des sentiments de perte de contrôle et à des illusions sur soi-même en tant que personne. Lorsqu'on se considère généralement comme une personne douce et qu'on se retrouve soudainement à s'en prendre à nous, vous pourriez constater que toute votre image de vous-même est remise en question. L'ombre nous fait agir d'une certaine manière qui nous fera penser « Pourquoi ai-je fait ça ?» La répression de l'ombre peut également se manifester par une réaction excessive aux qualités négatives des autres. C'est ce qu'on appelle la projection, nous projetons sur les autres les choses que nous n'aimons pas chez nous. Ainsi, lorsque quelqu'un agit de manière égoïste, nous sommes bien plus dérangés que nous ne devrions l'être parce que nous entretenons une haine omniprésente envers notre propre égoïsme. La dureté de nos jugements envers les autres peut mettre à rude épreuve nos relations sociales et également provoquer notre haine de soi en raison de nos propres mauvais traits. Dans tous ces cas, nous n'agissons pas en individu libre et authentique. Pour y parvenir, il faut d'abord apprendre à connaître son ombre. Par apprendre à connaître son moi-ombre, Jung veut dire qu'il est important de prendre conscience du soi-ombre, sans s'y identifier. Vous n'êtes pas obligé de vous considérer comme tous ces traits que vous essayez de ne pas montrer, mais vous devez reconnaître qu'ils sont là. Afin de prendre conscience de l'inconscient, vous devez être capable de prendre du recul et d'analyser votre propre comportement, vos pensées et vos sentiments au cours de la vie quotidienne. Par exemple, imaginez-vous comme une personne confiante qui réprime ses propres insécurités. Vous pourriez instinctivement réagir froidement ou avec colère lorsque quelqu'un aborde un sujet proche de votre insécurité. Vous pouvez éviter certaines situations, activités ou vêtements que vous aimez réellement porter afin d'éviter de vous sentir en insécurité. Vous pourriez mentir à vous-même et aux autres lorsque vous vous sentez gêné et surcompenser en faisant semblant d'être sûr de vous et qu'il est épuisant de suivre le rythme. Lorsque vous réalisez que ce comportement indésirable provient de vos insécurités, vous pouvez apprendre à y faire face. Cela implique de découvrir d'où vient votre insécurité, par exemple, un rejet passé, et d'aborder cette expérience avec gentillesse et clarté. Vous devez réaliser qu'un rejet ne vous définit pas, et vous pouvez le faire en le partageant avec les autres, en parlant de ce qui s'est passé, de ce que vous ressentez, en essayant quelque chose de nouveau, etc. En fin de compte, ce n'est qu'en confrontant la source que vous pourrez faire face à son rejet. Conséquence. Ce n'est qu'en affrontant vos insécurités que vous pourrez enfin trouver une véritable acceptation de soi pour accompagner votre acte sûr de vous. Tout comme reconnaître cette insécurité, la peur d'être jugé peut devenir une opportunité de courage. Reconnaître la colère peut devenir une opportunité de justice ou de soulagement du stress. De même, les mauvaises pensées ou les désirs inacceptables peuvent être traités et vous pouvez apprendre à vous les pardonner au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. Lorsque vous parvenez à travailler avec votre moi-ombre, vous faites un grand pas de plus vers la vie qui vous est la plus fidèle. Seuls ceux qui se connaissent et s'acceptent pleinement sont capables de vivre authentiquement. 3. L'anima ou l'animus. Selon les mots de Jung, la plénitude ne s'obtient pas en retranchant une partie de son être, mais par l'intégration des contraires. Plongeons plus profondément dans l'ombre. Au sein de notre moi fantôme, nous hébergeons des qualités psychologiques du sexe opposé également connues sous le nom d'aspect contrasexuel. Jung croyait que si vous êtes une femme, vous avez en vous une psyché masculine personnelle intérieure, ou animus, et, si vous êtes un homme, vous avez une psyché féminine personnelle intérieure, ou anima en vous. Cependant, en raison de notre pression sociétale et même personnelle pour nous comporter de manière plus masculine ou plus féminine, nous avons tendance à négliger ces qualités subconscientes. Notre anima ou animus est ignoré par notre personnalité et réprimé par notre ego, et cela peut revenir nous mordre. L'anima et l'animus tels qu'il les a décrits sont basés sur les termes grecs d'éros et de logo. Eros est associé à la créativité, à la passion, à la connexion et à la plénitude. Le logo est associé à la rationalité, à l'objectivité, au pouvoir et à l'action. Jung n'exclut pas que les femmes puissent également avoir une anima refoulée et que les hommes puissent également être en possession d'une animus refoulée. N'importe qui peut avoir n'importe quel mélange des deux. Mais les femmes ayant une animus et les hommes ayant une anima sont les plus courantes, et celles-ci restent dans l'inconscient. On nous apprend à adhérer au rôle de genre et à croire qu'accepter les contraires en soi n'est ni possible, ni souhaitable. Ainsi, notre ego exprime notre identité de genre externe et ainsi l'anima ou l'animus, nos parties contrasexuelles internes, sont souvent ignorées et réprimées. Pensez à la célèbre expression « les garçons ne pleurent pas ». Montrer des émotions, en particulier de la tristesse, est souvent considéré comme féminin et faible de la part des membres masculins de la société occidentale. On ne peut pas être un homme et sensible. Ainsi, les hommes finissent souvent par refouler leur sensibilité et leurs émotions. Mais leur sensibilité est encore cachée dans leur anima, et plus on essaie de pousser quelque chose vers le bas, plus cela finira par les contrôler. Le déni de votre anima ou animus ne supprimera pas vos tendances féminines ou masculines, mais les transformera seulement en quelque chose de laid. L'homme qui réprime sa sensibilité et ne pleure jamais peut devenir gravement déprimé à cause de la solitude de cacher ses émotions, ou avoir des crises incontrôlables à cause de la pression de devoir tout garder pour soi.
Pour éviter ces épreuves, il est important d'apprendre à reconnaître et à accepter vos aspects contrasexuels. De cette façon, nous pouvons équilibrer nos traits contraires et trouver l'harmonie en nous-mêmes. Afin de prendre conscience de l'anima ou de l'animus en soi, il est important d'analyser son propre comportement et ses insécurités. Cela nécessite une introspection et une remise en question. Pour analyser vos tendances masculines et féminines, vous pouvez observer les gens autour de vous, alors lorsque vous vous surprenez à juger quelqu'un et à vous demander « Pourquoi ?». Apprenez à les apprécier. Si un homme commence à apprécier les autres autour de lui pour leur sensibilité et pour la façon dont ils sont en contact avec leurs émotions, il découvrira qu'embrasser la sensibilité et montrer ses émotions en tant qu'homme ne rejette pas sa masculinité, mais ne fait que la compléter. D'autres exemples d'hommes intégrant leur anima dans leur vie quotidienne incluent des hommes embrassant leur passion, leur créativité, traitant les autres avec douceur, commençant à se sentir plus à l'aise pour demander de l'aide, etc. De même, les femmes intégrant leur animus peuvent essayer d'être plus affirmées, plus concentrées, plus orientées vers leur carrière. Orientées, et ainsi de suite. Tout cela n'aura pas pour conséquence de sacrifier votre masculinité ou votre féminité, mais lui permettra plutôt de briller davantage grâce au calme et à l'équilibre que vous aurez acquis. Grâce à cette intégration, vous commencez à respecter et à apprécier vos propres aspects contrasexuels, ce qui finira par améliorer également vos relations avec les autres, en particulier avec le sexe opposé. Une fois votre anima ou animus intégré, vous devenez davantage vous-même. Vous serez équilibré, harmonieux et authentique. 4. Le soi. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Le soi n'est pas seulement le centre, mais aussi toute la circonférence qui embrasse à la fois le conscient et l'inconscient, il est le centre de cette totalité, tout comme l'ego est le centre de la conscience. » Selon Jung, l'ego vient du soi et est inclus dans celui-ci. Il compare le moi à un cercle ou à un mandala. Si vous imaginez un mandala ou un cercle avec un centre plus petit à l'intérieur, la couche externe représentera le soi et la couche médiane l'ego. L'ego se préoccupe du conscient, tandis que le moi se préoccupe de l'ensemble de votre psychisme. Cela inclut à la fois tout ce qui est conscient et tout ce qui est inconscient. Le soi est l'archétype de la totalité. Le soi est généralement présenté comme l'unité des contraires, ou comme l'inconscient et le conscient parfaitement combinés. Il régule vos conflits et offre un moyen de rechercher un équilibre parfait en vous-même. Cela englobe tout ce que nous sommes, tout ce que nous étions autrefois et tout ce que nous pouvons être. Jung a même décrit le moi comme le Dieu en nous, car il a le potentiel de devenir n'importe quoi. De plus, elle est fortement ancrée dans la conscience collective. La conscience collective regroupe toutes ces pulsions, pensées, comportements et bien plus encore qui sont inconsciemment transmis de génération en génération et transmis entre les personnes d'une communauté. En raison de ces traits de soi, vous ne pourrez jamais en connaître l'intégralité. Mais vous pouvez l'explorer tout au long de votre vie et continuer à rechercher votre potentiel unique. L'exploration continue de soi est la clé de l'individualité. Lorsque nous ne prêtons aucune attention particulière à nous-mêmes et à nos archétypes, et que nous nous laissons guider par nos impulsions, nos pulsions inconscientes, etc., le soi est enfermé, loin de nous. Il est là, mais pas d'une manière accessible. Nous ne pouvons donc pas nous explorer nous-mêmes et nous ne pouvons pas montrer notre authenticité au monde. Puisque nous ne pouvons pas accéder au soi, nous n'avons pas non plus notre mot à dire sur l'ego qui en découle. Si l'on réprime sa peur du jugement et du rejet, par exemple, on ne pourra jamais s'engager véritablement ou être pleinement soi-même sans honte ni inquiétude. Leur ego ne peut pas travailler là-dessus parce qu'il n'est même pas conscient du problème et encore moins de la façon de le résoudre. Ainsi, pour devenir davantage nous-mêmes, nous devons accroître notre conscience, parce que de cette façon, nous élargissons ce à quoi l'ego a accès et donc ce sur quoi il peut travailler. Nous ne pouvons pas nous améliorer sans explorer nous-mêmes, sinon cela peut amener une personne à agir hors de son caractère, à éprouver des sentiments et des pensées qui la confondent et à avoir peu de contrôle sur qui elle est réellement. Afin de résoudre ce problème, il est important de faire face à votre personnalité, votre ombre et votre anima ou animus. Et apprendre à les intégrer dans notre être conscient, pour enfin accéder à soi. Être capable d'explorer soi-même est donc l'étape finale et primordiale d'un processus d'individuation réussi. Quoi que vous trouviez en vous, qu'il s'agisse d'insécurité, de mauvaises habitudes, de passions cachées, etc., vous devez les reconnaître et les accepter au lieu de les repousser. Vous travaillez avec eux et les intégrer dans votre comportement au lieu de lutter contre eux. Ce faisant, nous pouvons vraiment apprendre à nous connaître et à nous améliorer tout au long de notre vie. Cela se termine par le fait que nous sommes enfin libres d'explorer qui nous sommes vraiment en tant qu'individus, de trouver un équilibre et de devenir tout ce que nous voulons être. C'est seulement lorsque vous explorez librement votre soi que vous pouvez devenir qui vous êtes vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre playlist complète de philosophie de vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner.
Merci beaucoup d'avoir regardé.